Bien, bonjour les terminales. Écoutez, j'avais envie de faire une petite vidéo avec vous. Déjà pour pas perdre complètement le fil, pour que vous ayez aussi l'occasion de revoir ma petite trombine, parce que ça fait déjà pratiquement un mois qu'on s'est pas vu, parce que j'imagine aussi que depuis les annonces du ministre Jean-Michel Blanquer de la mise en place du contrôle continu pour le bac, certains seraient tentés de décrocher, hein, je peux m'en apercevoir dans le rendu des copies cette semaine. Pour autant, on n'a pas de certitude, hein, de ne pas reprendre. On peut très bien reprendre mi-mai, fin mai, et qu'il reste encore pratiquement 2 mois de cours. Donc, sachez juste une chose, c'est qu'on ne reviendra pas en arrière. Donc, ce qui est censé avoir été fait maintenant ne sera plus repris plus tard. Donc, je considérais moi que c'est acquis. Donc, ce serait quand même dommage de décrocher totalement et de prendre ce pari sachant qu'on est quand même le début avril et que l'année potentiellement peut se terminer début juillet. Donc voilà, aujourd'hui j'avais envie de vous faire une petite vidéo sur le sujet d'étude sur lequel on a travaillé les 2 premières semaines, la guerre d'Algérie, sur lequel j'ai pas eu malheureusement beaucoup de retours sur la dernière activité. Donc j'avais un peu envie de vous faire une petite vidéo sur ce sujet d'étude, d'autant plus que c'est un sujet qui intéressait beaucoup d'élèves, vous étiez assez demandeurs, et malheureusement j'ai pas l'occasion de vous le faire en classe. Donc voilà, je vais vous le faire via cette petite vidéo. Donc, ce sujet d'étude traite de l'Algérie de 1954 à 1962, hein, c'est dans un premier temps, hein, on va s'intéresser dans un premier temps à la guerre d'Algérie, puis on verra aussi le devenir de l'Algérie après son indépendance. Donc, on va essayer de traiter cette problématique. Comment l'Algérie va-t-elle basculer dans une guerre d'une extrême violence et quelle va en être l'issue? Et pourquoi on parle à son propos de conflit, pardon, pourquoi parle-t-on à propos de ce conflit de guerre sans nom? Alors, je vous ai mis, si vous vous souvenez, quelques dates à retenir, notamment sur la colonisation, hein. C'est une terre qui a été colonisée par les Français le 14 juin 1830, hein, depuis qu'ils ont débarqué sur la plage de Sidi Férouche, près d'Alger. La conquête et la pacification, entre guillemets, du pays ont pris une trentaine d'années. Puis, parce qu'il y a eu des résistances, hein, locales, bien sûr. Puis à partir de 1880, c'est un territoire qui a été divisé en 3 départements, car l'Algérie s'était considérée comme la France, les départements d'Alger, d'Oran, de Constantine, donc qui envoient des députés à l'Assemblée nationale. Pendant la Première Guerre mondiale, il est important de souligner que près de 200 000 militaires musulmans ont été mobilisés pour se battre dans les tranchées, sans oublier les travailleurs algériens qui ont été réquisitionnés pour travailler dans les usines françaises et remplacer les soldats français qui étaient partis combattre au front. Le 8 mai 45, on y reviendra, des émeutes arabes et une répression sanglante à Sétif. Et puis les dates qui suivent, j'en parlerai un peu plus tard dans le cours, donc je ne veux pas faire redite. Mais il était important de savoir déjà à partir de quand cette terre a été considérée comme faisant partie de la France. Donc retenez la date de 1830. Alors, on va voir les origines du conflit. Et justement, je viens de vous le dire dans cette rapide introduction que la date donc du 8 mai 45 est marquée par des émeutes arabes et une répression sanglante, notamment à Sétif et à Guelma, dans ce qu'on appelle le Constantinois. Alors le Constantinois, la région de Constantine, elle se trouve à l'est de l'Algérie, dans ce qui correspond grosso modo à la Kabylie aujourd'hui. Donc c'est plutôt l'est de l'Algérie, à la frontière avec la Tunisie, on appelle ça le Constantinois. Donc, on voit que dès 1945, il y a une volonté d'indépendance. Alors, cette volonté d'indépendance, elle existait en fait avant 1945, hein. Il y avait déjà des mouvements indépendantistes algériens, mais qui restaient un peu embryonnaires, et il n'était pas du tout question pour la France d'y prêter une quelconque attention. Mais il y avait des mouvements indépendantistes déjà, et des mouvements qui réfléchissaient, en tout cas, donner davantage de responsabilités aux Algériens et qui participent davantage à l'administration de la vie de leur territoire. Donc, je vous avais donné quelques documents pour vous montrer le fait qu'en 1954, à la veille du conflit, qui va durer 8 ans entre le peuple algérien et la France, hein, par le biais de son armée, eh bien, nous avions une société profondément inégalitaire. Alors, je vous demandais à partir de ce tableau et de ce document 3 qui s'intitulait La ville européenne et le bidonville. Donc, c'est une photographie prise par un appelé à Constantine, hein, donc la ville dont on a parlé précédemment, qui a été prise en 1955, donc un an après le début du conflit.
Et ce qu'il faut savoir, c'est on y reviendra un peu plus tard, mais dans les colonies du Maghreb, hein, donc le Maghreb, ça correspond en arabe, ça veut dire pays du soleil couchant. Dans les colonies du Maghreb, donc Algérie, Maroc, Tunisie, c'était surtout dans la ville européenne que se concentrait 95% de la population européenne. Et la ville européenne que vous voyez à l'arrière-plan, donc qui est marquée par des immeubles, s'oppose à ce qu'on appelle les médinas. Médina en arabe, ça veut dire la ville. Ce sont traditionnellement la vieille ville avec des ruelles étroites. Et ces deux villes, en fait, se tournent le dos, c'est-à-dire elles n'ont pas beaucoup de liens l'une avec l'autre, et les populations sont très ségrégées, entre guillemets, spatialement. Donc, vous avez d'un côté la ville européenne avec des blancs, et d'autre côté la ville algérienne ou indigène avec des Algériens, des musulmans. Donc, les populations des campagnes qui sont pauvres, qui viennent s'installer en ville, vont plutôt s'installer dans des habitats pardon, précaires qu'on trouve au premier plan. Donc, je vous avais demandé de placer différents termes, social, économique, démographique, dans des colonnes appropriées du tableau pour qualifier la forme d'inégalité et de compléter le tableau en vous servant des documents 1 et 3, c'est-à-dire de ce document et surtout de toutes ces informations-là que vous avez là et de ce document. Donc, pour compléter le tableau dans une première partie, alors il fallait indiquer les inégalités démographiques. Et donc de se servir des chiffres, des notions, notamment le taux de mortalité infantile. Donc ces deux lignes du tableau. Et si vous complétiez le tableau, ça donnait 90% de musulmans dans un premier temps pour 10% seulement d'Européens. Une forte mortalité, hein, 14 pour 1000 chez les musulmans en raison du difficile accès aux soins et une forte mortalité infantile. Alors, qu'est-ce qu'on appelle la mortalité infantile? C'est le nombre d'enfants avant 1 an qui meurent. Et cette mortalité infantile, vous avez le chiffre, si on la compare, elle est de 181 pour 1000 chez les musulmans et seulement de 46 pour 1000 chez les Européens d'Algérie. Donc elle est à peu près 4 fois plus faible chez les Européens d'Algérie. Pourquoi? Ben, parce que les conditions sanitaires, les Européens d'Algérie, les femmes, elles accouchent à l'hôpital, dans des conditions sanitaires tout à fait satisfaisantes, alors que beaucoup d'enfants musulmans naissent dans des conditions d'insalubrité, les parents n'ont pas accès à l'hôpital, donc on voit une très forte inégalité. Et on voit que le taux de mortalité donc, est pratiquement du simple au double, hein, 14 pour 1000 chez un musulman, 9 pour 1000 chez un Européen d'Algérie. Donc une inégalité démographique. Ensuite, la deuxième colonne, ici, c'était les inégalités sociales. Donc première inégalité sociale, les inégalités du logement. Donc comme on peut le voir sur la photo ici du document 3, vous avez pour les musulmans, on a des bidonvilles qui s'opposent aux quartiers plus modernes des Européens. On le voit bien hein, sur la photo, des bidonvilles ici, donc des quartiers formés de matériaux de récupération et des habitations plus modernes, hein, des immeubles finalement, type pour certains presque haussmanniens que l'on trouve à l'arrière-plan. Donc on rappelle, hein, la ville européenne s'oppose à la ville indigène. Ensuite, il y a l'inégal accès à l'éducation. On a 80% de la population qui ne sait ni lire ni écrire. Plus qu'on vous dit, seul dans le tableau, on vous donne le chiffre, on vous dit simplement 20% des enfants musulmans sont scolarisés dans le primaire, contre 40% chez les Européens d'Algérie, c'est-à-dire on est du simple au double. Ils sont donc qualifiés d'analphabètes, puisque analphabète, c'est quelqu'un qui ne sait ni lire ni écrire, qui n'est jamais allé à l'école. Et enfin, il y a une inégalité de revenus qui se voit encore une fois à travers ce tableau. Regardez, un salaire journalier d'un ouvrier agricole en francs, eh bien pour un musulman, c'était 380 francs, pour un Européen d'Algérie, 1000 francs, c'est-à-dire à peu près 3 fois plus. Pour le même travail, hein, simplement parce que vous étiez d'origine algérienne, vous étiez payé 3 fois moins. Donc, on a une inégalité très forte de revenus. Les musulmans, pour la même activité, gagnent 3 fois moins que les Européens, d'où une excessive différence. Enfin, il fallait s'intéresser à la dernière colonne, et ici ce sont les inégalités de nature économique. Alors, on parle d'économie dualiste. Dualiste parce qu'elle est divisée en quelque sorte en deux mondes qui s'opposent un peu comme un duel. On a d'un côté les grandes exploitations qui appartiennent aux Européens. Environ, vous avez le chiffre, 100 hectares en moyenne.
Donc, les grandes exploitations qui appartiennent aux Européens, 100 hectares en moyenne, d'où une agriculture productiviste. Et de l'autre côté, vous avez les petites exploitations qui sont entre les mains des Algériens, et c'est environ 14 hectares en moyenne, donc à peu près 7 fois moins qu'une exploitation européenne, qui pratique plutôt une agriculture vivrière. Alors, une agriculture vivrière, c'est une agriculture qui permet de faire vivre la famille, hein, dont on a peu de surplus qu'on peut éventuellement aller vendre dans un marché, alors que l'agriculture productiviste des colons européens permet donc de pratiquer une agriculture qui va permettre d'engranger des revenus assez importants. Par exemple, il y avait d'importants vignobles en Algérie qui étaient détenus par les colons européens. Et enfin, vous pouvez voir à la fin de ce tableau, on vous dit que l'industrie, le gaz et le pétrole, qui est émergente à ce moment-là, hein, on vient de découvrir du gaz et du pétrole dans le désert du Sahara au sud de l'Algérie, est aussi dominée par des entreprises françaises. Alors ensuite, je vous demandais de rappeler le contexte international des manifestations de Sétif à l'aide du document 2 et du cours sur la décolonisation et d'expliquer le déroulement des faits. Il fallait vous servir de cet extrait d'une planche de bande dessinée qui nous montre donc les manifestations de Sétif qui ont eu lieu le 8 mai 1945, donc près de Constantine, hein. Dans une ville comme Sétif, comme dans de très nombreuses villes en Algérie, des gens sont descendus dans les rues pour fêter la fin de la guerre, puisque le 8 mai c'est la fin de la guerre avec l'Allemagne, donc la fin de la Seconde Guerre mondiale, du moins en Europe. Et donc la population est en liesse, et profitant de cette foule en liesse, eh bien, des manifestants pardon, nationalistes algériens vont sortir dans la rue en brandissant le drapeau algérien blanc et vert avec un croissant rouge et une étoile rouge, tout en criant des slogans pour l'Algérie indépendante. Et la France va réagir de façon extrêmement violente. Les militaires français vont tirer sur la foule et on estime le nombre de victimes à plusieurs milliers de victimes. Alors, les Algériens, pour certains, ont participé au combat pour la libération du territoire national français dans les forces françaises libres. Le général de Gaulle avait fait en quelque sorte des promesses aussi allant dans le sens d'une plus large prise en compte des peuples colonisés. Et certains Algériens ont pensé que c'était le bon moment pour sortir dans la rue et d'hurler des slogans en faveur de l'indépendance. Bon, bien mal leur a pris. Et on va dire que pour quelques années, suite à cette répression extrêmement forte, hein, qui, je vous le dis, a causé, on parle parfois jusqu'à peut-être 10, 20 000 morts, cette répression extrêmement forte a un peu calmé pour quelques années les tendances indépendantistes des Algériens, mais celle-ci est restée sous-jacente et vont éclater quelques temps plus tard. Alors, je vous ai mis aussi dans le diaporama cette carte de l'Algérie en 1954. Et elle est importante, cette carte, un peu pour visualiser la répartition du peuplement en Algérie, et notamment du peuplement européen. Vous pouvez voir que la population européenne est indiquée ici, notamment par le biais d'un dégradé de couleur, hein. Plus on tend vers le rouge, plus la part de population européenne dans la population totale est importante. Et vous voyez que la population européenne se trouve surtout massée sur les côtes, sur les littoraux, et autour de trois villes qui correspondent aux trois capitales ou aux trois chefs-lieux plutôt des trois départements d'Algérie, la ville d'Oran, la ville d'Alger et la ville de Constantine. Constantine, elle, n'est pas une ville portuaire, au contraire de la ville de Bonn, mais ce sont les espaces les plus peuplés. Donc les Européens vivent sur les littoraux, sur les côtes, et les Algériens vivent plutôt dans l'intérieur. Après, il existe malgré tout des Européens qui vivent à l'intérieur, et notamment des riches propriétaires terriens qu'on appelle des colons. Alors en grand B, on va s'intéresser au réveil de ce qu'on appelait le nationalisme algérien, même si on a vu qu'il s'était déjà manifesté le 8 mai 1945, mais on va dire que pendant 9 ans, il a été en quelque sorte mis un peu en sommeil, et il va se réveiller de façon sanglante lors d'une journée qui va justement tirer son nom du sang qui va être répandu ce jour-là et qu'on va appeler la Toussaint rouge. Alors, lors de cette Toussaint rouge, des nationalistes algériens vont réaliser une série d'attentats un peu partout sur le territoire des trois départements français d'Algérie. Et l'objectif, c'est de viser les symboles de la présence française.
Alors ces symboles, ça peut être des militaires, donc c'est pour ça qu'un lieutenant, 2 soldats sont tués. Les symboles, ça peut être aussi l'école, donc des instituteurs sont tués. Les symboles, c'est aussi la police, c'est pour ça qu'on vise aussi des policiers. Des postes de police sont attaqués. On envoie des bombes directement sur des immeubles où vivent des Français d'Algérie et sur des routes fréquentées par la police. Donc vous voyez bien, l'objectif,